L'ATP peut être synthétisé de différentes manières dans la cellule. L'ATP peut être synthétisé via la glycolyse dans le cytosol. De l'ATP peut également être produit dans la matrice mitochondriale. C'est dans la matrice mitochondriale que se déroule le cycle de Krebs, qui produit un peu d'ATP. Mais la manière la plus efficace de produire de l'ATP reste la production d'ATP par l'ATP synthase qui se trouve au niveau de la membrane interne mitochondriale. Mais pour que cette ATP synthase puisse fonctionner, ben, il faut l'établissement d'un gradient de protons entre l'espace intermembranaire et la matrice mitochondriale. Et comment ce gradient de protons va-t-il pouvoir être établi? Il va être établi grâce à des complexes, les complexes 1, 3 et 4, qui vont avoir le rôle de pompe à protons. On verra ça un peu plus en détail. On va donc avoir des complexes protéiques, le complexe, par exemple le complexe 1, le complexe 3 et le complexe 4, dont on expliquera les noms plus tard. Ces complexes multiprotéiques vont agir comme des pompes à protons, donc ils vont faire passer des protons de l'espace matriciel vers l'espace intermembranaire. Donc établissement d'un gradient de protons de part et d'autre de cette membrane mitochondriale interne. On a aussi un complexe multiprotéique 2 qui ne joue pas un rôle de proton. Et on a aussi deux transporteurs d'électrons, l'ubiquinone qui est soluble dans la membrane interne et le cytochrome C qui se trouve sur la face cytosolique de la membrane mitochondriale interne. Donc il y a deux phénomènes parallèles à distinguer. Ce transfert de protons qui se fait dans ce sens-là, de l'espace matriciel vers l'espace intermembranaire, qui met en jeu les complexes 1, 3 et 4 qui sont immobiles, et on a un transfert d'électrons dont on va détailler les mécanismes, qui se fait donc du complexe 1 jusqu'au complexe 4 ou bien du complexe 2 jusqu'au complexe 4. Voilà. Donc comme nous l'avons dit précédemment, dans la matrice mitochondriale se déroule le cycle de Krebs et le cycle de Krebs produit des équivalents réducteurs dont le NADH par exemple. Donc si on suit une molécule de NADH, voilà. Une molécule d'équivalent réducteur NADH produit par le cycle de Krebs, qu'est-ce qui va se passer? Notre complexe 1 s'appelle aussi la NADH ubiquinone réductase. Pourquoi? Parce que au niveau ici du site actif de cette enzyme, le NADH va être réduit en NAD et va donner 2 électrons à l'ubiquinone qu'on avait noté Q précédemment, ubiquinone, et l'ubiquinone va être réduit en ubiquinol. Donc c'est pour ça que ce complexe multi-enzymatique, complexe 1, s'appelle la NADH ubiquinone réductase. Et on verra donc on verra d'abord de manière globale comment se fait le transfert d'électrons et le flux de protons, voilà, de manière générale. Puis ici, on a des protéines à centre fer-soufre et des flavoprotéines qui agissent dans ce transfert, mais on verra ça plus en détail une fois qu'on aura vu le mécanisme de manière globale. Donc, parallèlement à ce transfert d'électrons qui se fait du NADH vers l'ubiquinone, ubiquinone qui se réduit en ubiquinol, QH2, et bien, parallèlement, on a un flux de protons qui se fait de l'espace matriciel vers l'espace intermembranaire. Puis, notre ubiquinol,
qui est, je vous l'ai dit, une protéine soluble dans la membrane interne, va se déplacer jusqu'à notre complexe multi-enzymatique 3, qui est l'ubiquinol cytochrome C réductase. Voilà. Pourquoi s'appelle-t-il ainsi? J'aurais dû faire dans ce sens-là. Voilà. Parce que notre ubiquinol on va transférer un électron au complexe 3 qui va ensuite donner cet électron, qui va ensuite transférer cet électron au cytochrome C dont nous avons parlé précédemment. Et le truc, c'est qu'en fait, l'ubiquinone transporte deux électrons. Hein, comme on l'a vu ici, l'ubiquinol prend en charge deux électrons. Mais quand il arrive au niveau du complexe 3, bah en fait, il nous donne qu'un seul électron. Pourquoi? Parce que le cytochrome C ne peut prendre en charge qu'un seul électron. Donc il va y avoir un mécanisme qu'on va détailler plus tard qui explique le fait que le cytochrome C ne puisse prendre qu'un seul électron. Et parallèlement à ce transfert d'électrons de l'ubiquinol vers le cytochrome C, qui va être réduit alors, eh bien, il va y avoir un flux de 4 protons. Oui, de 4 protons de l'espace, toujours de l'espace matriciel vers l'espace intermembranaire. Donc, notre cytochrome C va être réduit, il va passer de l'état Fe3+ à l'état Fe2+, et finalement le cytochrome C va se déplacer jusqu'au complexe 4, qui est une cytochrome C oxydase. Il va y avoir des transferts d'électrons qu'on détaillera par la suite au niveau de ce complexe 4, et l'accepteur final des électrons va être dioxygène, qui va être réduit en eau. Donc, ça, ce qu'on a vu, c'est le transfert d'électrons à partir d'une molécule de NADH se fait via les complexes 1, l'ubiquinone, qui se réduit en ubiquinol, le complexe 3, le cytochrome C et le complexe 4, la cytochrome C oxydase. Donc ça, c'est pour les molécules de NADH. Par ailleurs, pour une molécule de NADH qui a été réoxydée, on a 4 plus 2 protons qui ont été pompés. Donc ce qui fait que pour une molécule de NADH, on va avoir 10 protons qui vont être pompés de l'espace matriciel vers l'espace intermembranaire. Mais bon, ça, c'est des données qui seront à relativiser parce qu'on n'a pas pris en compte la glycérol 3, les navettes, par exemple la navette glycérol 3-phosphate déshydrogénase. Mais ça, on fera une autre vidéo par la suite. Mais pour un NADH qui, voilà, typiquement est issu du cycle de Krebs, on va avoir 10 protons qui vont être pompés. Maintenant, si on s'intéressait un peu au complexe 2. Donc, comme je vous ai dit, le cycle de Krebs se déroule dans la matrice mitochondriale. Et une des sous-unités de ce complexe 2, c'est la succinate déshydrogénase, qui est une enzyme impliquée dans le cycle de Krebs. Et la succinate déshydrogénase se trouve du côté matriciel. Donc qu'est-ce que va faire la succinate déshydrogénase? Certes, la succinate déshydrogénase va permettre la transformation du succinate en fumarate. Mais en plus de ça, cette sous-unité du complexe 2, qui s'appelle succinate déshydrogénase, possède un groupement FAD. On parle de flavoprotéines. Et le FAD, à quoi il va nous servir? Le FAD va pouvoir être réduit en FADH2 en même temps que va se produire cette réaction. Donc en fait, le groupement FAD de la sous-unité succinate réductase du complexe 2 va prendre les électrons du succinate. Ensuite, il va se passer des choses là-dedans qu'on détaillera par la suite. Puis il va transférer les électrons du succinate, les deux électrons du succinate,
vont être transférés à l'ubiquinone Q, qui va être réduit en ubiquinol et qui va, lui aussi, comme on l'a vu pour le NADH d'ailleurs, qui va lui aussi se diriger vers le complexe 4. Puis ensuite, ça va être idem, comme pour le NADH. Ce qui fait que, donc, comme je vous l'ai dit, le complexe 2 n'agit pas comme une pompe à protons. Donc, pour une molécule de succinate, eh ben, on va avoir 4 plus 2, 6 protons qui vont être pompés de l'espace matriciel vers l'espace intermembranaire. Donc, maintenant, on va rentrer un peu dans les détails de ces complexes, comment ils fonctionnent. Donc, le complexe 1, NADH, ubiquinone, réductase, donc, concerne molécules de NADH. Et tout comme on a vu tout à l'heure, on a parlé pour le complexe 2, on a parlé de FAD, d'un groupement FAD, groupement flavine, et bien ici, on va avoir un groupement FMN, qui est aussi un groupement prosthétique, et qui va permettre la capture des électrons, de 2 électrons issus du NADH+, ce qui fait que notre FMN va devenir FMNH2. Ensuite, les électrons, donc les électrons passent du NADH au FMN qui devient FMNH2. Les électrons vont ensuite être transférés à des protéines qui contiennent des noyaux fer-soufre jusqu'à l'ubiquinol qui va être réduit en ubiquinone. Et ce transfert d'électrons va faire que, à ce niveau-là, eh ben, les acides aminés qui sont situés ici vont se protoner et se déprotoner suite au changement de pKa induit par ce transfert d'électrons. Et dans ce complexe 1, on a 4 complexes, donc des sous-complexes, qui sont constitués de demi-canaux. Ça, ce sont les canaux à protons. En vérité, si dans la vraie vie, on va dire, bah on parle de demi-canaux parce qu'ils ne sont pas vraiment les uns comme ça en face des autres, hein, ça fait plutôt des trucs comme ça. Enfin bref, toujours est-il qu'on a 4 sous-complexes dans notre grand complexe 1. Et ces 4 sous-complexes vont travailler, vont permettre de faire ce flux de protons grâce à des protonations, déprotonations, des radicales, des acides aminés qui constituent cette partie-là du complexe 1. Voilà, c'est ce que je vous disais, j'avais écrit au tableau, modification du pKa, protonation, déprotonation, donc passage des électrons. Des protons. Ensuite, notre complexe 2, je vous ai parlé tout à l'heure du groupement prosthétique FAD. Donc on va avoir passage des électrons qui vont être pris du succinate vers le FADH2. Le FADH2 va transférer les électrons aux protéines à centre fer-soufre, que j'ai représenté de cette manière. Et les électrons, finalement, dans le complexe 2, tout comme dans le complexe 1, va transférer les électrons de l'ubiquinone jusqu'à l'ubiquinone qui va être réduit en ubiquinol. Ensuite, je vous ai parlé d'une problématique tout à l'heure quand on est rentré dans le complexe 3, c'est le fait que l'ubiquinol transporte 2 électrons, soit 2 électrons issus du NADH, soit du FADH2. Il transporte 2 électrons. Mais le cytochrome C, je vais revenir un peu là. Voilà, le cytochrome C qui se trouve ici, il peut prendre qu'un seul électron. Parce qu'il passe de l'état Fe3+, à l'état Fe2+. Il accepte qu'un seul électron. Donc, comment on va pouvoir résoudre entre guillemets, ce problème? On va pouvoir résoudre ce problème grâce au cycle du coenzyme Q.
Donc, voilà comment ça se passe. On a un site Q0 et un site Q1. Un site est destiné à l'ubiquinol. Donc l'ubiquinol, il arrive de là, il arrive soit du complexe 1, soit du complexe 2, soit d'ailleurs, ça on verra dans les autres vidéos. Donc il arrive au niveau du complexe 3 et il va donner ces deux électrons. Mais comment il va donner ces deux électrons? Ben, en fait, les deux électrons, ils vont suivre des chemins différents. Un seul de ces deux électrons, là on suit pour l'instant le chemin d'un seul de ces électrons. Un de ces électrons va se fixer à la protéine ISP, qui est une protéine à centre paire soufre, qui va ensuite transférer cet électron à un cytochrome C1, qui va ensuite transférer cet électron au fameux cytochrome C qui se trouve sur la partie externe de la membrane interne mitochondriale. Et le cytochrome C va enfin pouvoir passer de l'état Fe3+, à l'état Fe2+. Donc ça, c'est pour un des deux électrons qui a été transporté par l'ubiquinol. Et pour le deuxième, ça va être quoi ça? Eh ben, le deuxième va être transféré sur un noyau M, qu'on appelle L pour low, pour faible potentiel. L'électron va ensuite être transféré à un noyau MH pour high potential. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux noyaux ML et MH appartiennent à un cytochrome B qui possède ces deux noyaux M, qui se transfèrent l'électron comme ça. On a un cytochrome B, je ne l'ai pas écrit sur le schéma, mais en gros, dans le cytochrome, dans le complexe 3, on a quoi? On a une protéine ISP qui contient un centre paire soufre. On a un cytochrome C1 et on a un cytochrome B qui contient les noyaux ML et MH. Et là aussi, il y a une erreur. Hein. C'est pas. Qu'est-ce qui va se passer si on corrige? En fait, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit c'est le site Q0 et ça c'est le site Q1. Et le site Q1, il reçoit l'ubiquinone. Qu'est-ce qui va se passer dans un premier temps? C'est pas QH2 qui va avoir ici, c'est Q-. L'ubiquinone va recevoir un seul électron. Donc voilà, imaginez que là on barre ça, et on a un Q-. Ça c'est la première étape du cycle du coenzyme Q. La deuxième étape, elle va consister en quoi? Eh ben, elle va consister en exactement la même chose, sauf qu'après on arrivera à notre QH2 ici. Voilà. Ce qui fait qu'on a de l'ubiquinol qui va être régénéré, qui va pouvoir revenir ici, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le mécanisme qui fait que on a une mise en attente, en quelque sorte, des électrons de l'ubiquinol, donc l'ubiquinol qui transporte deux électrons. Euh, voilà le système. Voilà. Puis on a le complexe 4 qui est le complexe le moins connu, enfin le moins connu, et donc on a le mécanisme de ce complexe 4 reste encore trop hypothétique, mais bon, donc j'ai pas trop détaillé, j'ai pas voulu m'aventurer trop dans ce que je connaissais pas. En tout cas, on a un centre cuivre A, un centre MA, puis un centre cuivre B, puis un centre MA3 qui vont transférer les électrons qui auront été donnés par le cytochrome C à l'état Fe2+, et l'accepteur final de, de la chaîne de transport d'électrons, c'est le dioxygène qui va être réduit en eau. Et parallèlement à tout ça, on a le flux de 2 protons selon un mécanisme à peu près analogue à celui du complexe 1, comme on l'a vu précédemment. J'espère que ça profitera quand même à certaines personnes, si c'était pas clair. Voilà, je vous remercie. Et
gardez en tête que en fait le but vraiment de cette chaîne respiratoire mitochondriale, on a vraiment deux phénomènes en parallèle, quoi. On a d'une part le transfert d'électrons, donc comme je vous ai raconté en détail à partir du complexe 1, complexe otaque, puis 4, puis l'accepteur final, c'est le dioxygène qui va être réduit en eau. Ça, c'est un transport d'électrons. Et puis, on a un flux de protons qui se fait via le complexe multi-enzymatique 1, 3 et 4. Voilà. Et ce gradient de protons, ce flux de protons qui va permettre au final, parce que c'est quoi l'objectif ultime des phosphorylations oxydatives, c'est de pouvoir produire de l'ATP. Pour produire de l'ATP, bah, il y a besoin de cette différence de potentiel. Cette différence de potentiel entre l'espace intermembranaire et la matrice mitochondriale. Voilà, merci.